suis parti avec 0 € et aujourd'hui j'ai une foncière immobilière avec des dizaines d'immeubles, des hôtels. Globalement, quand t'as moins de 25 ans, moins de 30 ans, t'as rien à perdre. Donc il faut se lancer, il faut y aller et pas trop se poser de questions, quoi. Je crois qu'on est à 4 ou 5% de la richesse nationale qui est détenue par les moins de 35 ans. C'est quand même un énorme délire, tu vois. C'est-à-dire que t'as 95% de la fortune nationale qui est détenue par les 35 ans et plus. Moi, je serais pour qu'on réduise, mais drastiquement, tout ce qui est impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, etc. Mais que, en revanche, l'impôt sur la succession soit maximal. C'est-à-dire que le but de la vie et du travail, c'est pas nécessairement que de gagner de l'argent. Ça peut être vraiment d'être fier aussi de choses qu'on produit, de travailler à la transition écologique. Je ne serais pas là si l'aide sociale à l'enfance ne m'avait pas pris. Tu te retrouves à être un enfant d'une classe moyenne française. Ouais, pour des enfants qui n'ont soit pas de parents, soit des parents qui peuvent pas du tout les élever. Nous, on a fait première année 1 million, l'année d'après 3 millions, l'année d'après 9 millions, l'année d'après 18 millions. Enfin, tu vois, ça allait très vite. On est allé comme ça jusqu'à 200 millions. Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Contre-Courant. Je suis aujourd'hui avec mon associé Jules. Comment ça va, mon Jules? Ça va et toi? Et on a le plaisir, l'honneur de recevoir Jonathan Ngueloff. Comment ça va, Jonathan? Ça va et toi? Tu sors ce bouquin, Rien à perdre. Je le montre à l'écran, mais on fera peut-être une fiche un peu plus esthétique. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que, pour refaire très rapidement ton histoire, t'es un des cofondateurs de Aircall, qui est une des licornes françaises. Et une des licornes françaises qui fait beaucoup de chiffre d'affaires, je le dis parce que ça a été un des sujets. Et aujourd'hui, t'as quitté opérationnellement la boîte et tu as monté une boîte immobilière. C'est ça. Non, mais que j'avais monté en parallèle d'Aircall. T'avais monté en parallèle d'Aircall, putain. En 2017, j'avais fait ça. Ouais. Putain, on t'arrête vraiment pas. Et surtout, ce qui est intéressant, et je trouve que le bouquin en parle bien, c'est vraiment la question de l'ascenseur social, du mérite, où en fait, t'as eu une enfance difficile. Et au final, t'es aujourd'hui une des figures entrepreneuriales les plus connues et respectées de France. Non, mais en vrai, tu vois. J'adore quand tu me jettes des fleurs. Non, mais c'est vrai, tu vois. Et comment toi, en termes même de mentalité, comment t'as vécu un parcours comme ça? Enfin, qu'est-ce que tu te dis, toi, au regard de ton parcours, sur des gens qui seraient, comme toi, un peu des enfances difficiles, mais qui ont envie de s'en sortir, tu vois? Non, mais ce qui est sûr, c'est que l'objectif du bouquin, c'était ça. C'était de mettre à plat un peu mon histoire et de dire c'est possible. Parce que en fait je reçois régulièrement, tu vois, des messages sur les réseaux sociaux, par même WhatsApp, des gens que je connais pas, qui ont eu mon numéro par je ne sais quel tour de magie et qui me disent aide-moi, comment c'est possible, je sais pas comment c'est possible. Et en fait, à force, on me le dit, je me rends compte que les gens juste ne croient pas en eux et croient pas dans le fait que c'est possible et que l'ascenseur social, il existe. Alors il existe par une manière très précise, c'est l'entrepreneuriat. C'est la meilleure manière de monter dans la société. Tu vois, j'ai toute ma vie pas été considéré parce que, comme tu l'as dit, j'ai eu une enfance un peu difficile, j'ai été placé en famille d'accueil très jeune, et donc j'ai dû me démerder seul très tôt. Et l'entrepreneuriat m'a donné ça, m'a donné cet ascenseur social, m'a fait monter un petit peu dans l'échelle sociale, entre guillemets, même si je déteste ça, les échelles sociales. J'en ai toujours eu rien à faire de ce que je représente, qui je suis, etc. Mais ça existe. Et tu vois, même les études m'ont pas conféré ça, parce que je me suis battu, moi, pour aller dans une bonne école de commerce, faire des études, etc. Mais finalement, j'avais quand même toujours cette image de, bon, t'as pas de parents, t'as pas de père, bon, t'es différent, quoi. Et avec l'entrepreneuriat, on a effacé ça. Et donc l'idée du livre, c'était un peu de dire, en fait, on n'a rien à perdre. En fait, que tu sois bien né ou mal né, quoi. Globalement, quand t'as moins de 25 ans, moins de 30 ans, t'as rien à perdre. Donc il faut se lancer, il faut y aller et pas trop se poser de questions, quoi. Mais je suis assez d'accord. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est un des endroits où on voit le plus de diversité de parcours, de diversité d'origine sociale et tout. Ça dépend quel type d'entrepreneuriat, parce qu'il y a des entrepreneuriats, et notamment ceux qui sont financés par des fonds d'investissement, qui sont très masculins et très issus de grandes écoles. Et donc, souvent par reproduction sociale de ces grandes écoles, aussi peu mixtes socialement, ethniquement. Donc, c'est juste qu'il y a différents types d'entrepreneuriat et que si on mélange tout, il y a potentiellement de la diversité. Ça dépend quel est le scope que tu considères. Est-ce que tu intègres là-dedans des profils qui sont des artisans ou des micro-entrepreneurs? Parce que c'est pas la même chose que quand on parle des fondateurs de start-up qui deviennent des licornes. Non, mais clairement, et je rebondis sur ce que tu dis, hein, et j'ai fait le travail d'eux, et j'en parle dans le livre. J'ai regardé tous les fondateurs du Next 40, donc les futures grandes entreprises françaises. Les futures grandes entreprises françaises qui ont été classées par la French Tech en fonction de leur levée de fonds, en fonction de critères d'ailleurs que je trouve bidons, et on reviendra après dessus. Mais tu les regardes, ils sont tous issus de grandes écoles, tous issus de plutôt très bonnes familles, voire certains de fortune française, tu vois, de patrons du CAC 40, etc.
Et finalement, quand je me regardais, je me suis dit, bah merde, en fait, il y a que moi qui suis issu d'une famille vraiment pauvre et encore pire, qui vient, tu vois, de l'aide sociale à l'enfance, qui avait pas de parents et co. Et c'est pour ça, je me suis dit, bah en fait, tu vois, finalement, je me retrouve 20 ans en arrière où à l'école, en école de commerce, je suis le seul. Qui a une mère qui est même pas cadre sup, tu vois. À l'école, tout le monde était issu de fils de cadre sup, de quelque chose, quoi. J'étais le seul boursier à l'ESCP. Qu'est-ce que t'as remarqué comme différence? Parce que du coup, j'imagine que t'as fréquenté pas mal de gens qui ont été ou des patrons de licorne ou de très grosses boîtes et tout. Est-ce que tu remarquais dans l'attitude, dans les codes, dans des trucs où tu te dis putain, en fait, je suis quand même waouh, je suis pas forcément de ce milieu-là, ou je suis pas forcément de cette énergie-là et tout. Ouais, bah le polissage, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis pas du tout polissé comme personne. Je dis les choses comme elles sont, comme elles me viennent. Et ça m'a valu parfois un petit peu une réputation un peu sulfureuse, mais je pars du principe que en tant que patron de boîte, de manière générale, un entrepreneur, il faut savoir dire les choses. Si tu tournes autour du pot, je trouve que c'est pas bien. Et c'est mon avis. Maintenant, la réalité est que dans le monde corporate, il faut savoir fermer sa bouche, ne pas faire de vagues. Tu vois, les patrons du CAC 40, quand ils parlent devant un micro, ils ont un mot devant eux et ils suivent le script, quoi. Mais moi, je suis toujours off script. À vrai dire, c'est moins de leur fait. Enfin, c'est moins leur fait que celui de la société. Ouais, et puis même de leur direction de communication, souvent de l'équipe qui police. Mais c'est la société qui veut ça. Ouais. Regarde un homme politique. Je pense que beaucoup d'hommes politiques aimeraient dire ce qu'ils pensent vraiment, mais ils n'y arrivent pas, ou aimeraient faire passer ce qu'ils voudraient, mais ils n'y arrivent pas. C'est que c'est pas évident. La communication publique, c'est vraiment pas évident. Et tu vois, moi, quand je disais des trucs, quand je parlais devant toute la boîte, j'avais une communication qui était très policée, où je faisais attention à ce que je disais, parce que chaque chose que tu dis, en fait, peut être interprétée différemment, donc il faut faire vachement attention. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'on a un petit problème en France avec la politique de manière générale, c'est que quand ils osent faire des choses, ils se font détruire. Et on l'a vu avec Macron, il a tenté des réformes avec les retraites, avec ci, avec ça, et finalement, les gens descendent dans la rue, on n'arrive pas à parler. Et donc, il faut savoir jongler avec ça. Et moi, c'est aussi pour ça que après 10 ans de boîte, et quand la boîte on est près de 800 personnes, moi j'étais aussi content de passer le relais à des gars qui sont vraiment comme ça. Tu vois, moi, pendant 10 ans, j'ai donné tout ce que j'avais et c'était top. J'ai passé les meilleurs moments de ma vie chez Aircall, vraiment c'est exceptionnel. Et tous les jours, je parle encore avec mes équipes d'Aircall, et quand je dis tous les jours, c'est vraiment tous les jours. Hein. Et c'est top, j'adore ça. Mais je pense qu'il y a un moment, une boîte, quand elle est trop grosse, t'es obligé de devenir un petit peu plus, tu vois, policé sur ce que tu dis. Je comprends très bien ce que tu dis. Et puis Jules me fait souvent la remarque en interne, même du crayon, de ce que tu vas dire, tout le monde va le prendre pour argent comptant et pour vérité absolue. Alors que moi, et je pense que les gens le savent, tu débites, quoi. Ouais, je débite et juste j'essaie d'être sincère dans ce que je dis. Et, parfois c'est maladroit et tout ce qui va avec. Ouais, mais ça fait partie de ton charme et du personnage. Ouais, mais tu vois, de l'autre côté, et on en discute beaucoup avec Jules de ce truc-là, justement, effectivement, de cette communication, parce que nous, on est un peu vent debout en disant arrêtons ce qu'on appelle souvent le corporeto chiant, quoi. C'est-à-dire, on va dire des choses absolument banales sur lesquelles personne va imprimer et qui, du coup, en fait, c'est presque quitte à faire ça, autant même rien dire, tu vois, ce truc-là. Mais du coup, toi, tu dis que c'est quand même compliqué, mais comment tu ferais, du coup? Parce que de l'autre côté, t'as quand même alors, c'est souvent des exemples américains, mais t'as des Mark Zuckerberg qui sont avec une bière à la main et un drapeau des États-Unis en train de flotter sur un wakeboard. Enfin, mais ça, y a rien de méchant. En fait, c'est dans les mots, quoi. Tu vois, on le voit. Et attention, les US, c'est quand même très différent. Justement, Aircall est beaucoup aux US, toi. Bien sûr. Alors, il y a deux choses. Les US, on va dire, il y a une sorte de liberté où l'entrepreneur, c'est ok d'être en t-shirt. Enfin, tu vois, un VC, tu débarques en t-shirt aux US, ça le choque pas, quoi. Tu vois, il y a 10 ans, ça le choquait pas. Il y a 10 ans, tu débarques en t-shirt, basket chez le VC en France, il était un petit peu secoué, quoi. Il se dit, oula. Et je dis pas encore qu'il t'attendait en costume. Hein. Je dis juste que, tu vois, c'était un peu différent. Maintenant, tu remarqueras, les discours politiques sont toujours très cadrés, quoi. Ça va dans un sens. Et là, il y a Elon Musk et Trump qui débarquent, qui changent la donne, quoi. Ouais. Eux, ils en ont rien à faire et ils disent les choses comme elles sont. Ils le disent même comme eux ça les arrange. Ouais, comme eux ça les arrange. Ouais, c'est même plus ça. Ouais. Voilà. Maintenant, je sais pas où ça va aller. Et l'histoire montrera est-ce qu'ils ont eu raison ou est-ce qu'ils ont eu tort. Et peut-être qu'ils ont eu raison. Et moi, je serais le premier admiratif s'ils ont eu raison, parce que ça prouvera qu'en fait, un entrepreneur, parce qu'en fait, les deux, c'est des entrepreneurs. Ni l'un ni l'autre est politicien, on est d'accord. Et ça montrera en fait qu'un entrepreneur, qu'un pays, c'est comme une entreprise.
Et en fait, ça peut se gérer aussi à la manière entrepreneuriale et moins à la manière... Moi, je suis pas d'accord avec toi parce que l'entreprise n'a pas un sens de l'intérêt général autant que doit l'avoir un responsable politique. Et c'est la raison pour laquelle tu es aussi plus policé. C'est que, à la limite... Bon, quand tu es patron d'une entreprise, tu prends des pincettes avec ta communication parce que t'embarques potentiellement des centaines, des milliers, des dizaines ou centaines de milliers de personnes et que les sensibilités personnelles peuvent faire percevoir aux destinataires des messages des nuances que tu n'aurais pas pensé qu'ils retiendraient et donc créer des décalages après et dans l'action et même dans le ressenti. Mais quand tu es un responsable politique, ta mission, c'est de représenter les gens. Et c'est pas simplement de les faire, de faire advenir une action en les emmenant quelque part. Donc, oui, en mode un politique, il doit représenter tous les gens. Donc en fait, quand t'es en tout cas un président de la République, t'es censé. Et tu défends ton pays et tu défends tes contribuables. Non, mais et ça, tu gères pas une entreprise avec la même notion uniquement ni sur la question de l'efficacité ou de l'efficience parce que tu juges pas les gens en fonction de leur efficience. Enfin, c'est pas une conception. En tout cas, c'est pas la conception. Oui, c'est la fameuse phrase de Gary Vee. C'est quoi le ROI de ta mère? Tu sais ce que je veux dire? C'est quoi le ROI? C'est quoi le retour sur investissement de ta maman? Tu vois? T'as raison. Ça a aucun sens comme truc. Je me suis peut-être mal exprimé. T'as raison. Ce que je voulais dire, en fait, c'était plus de dire un pays. C'est comme une grande entreprise dans le sens où on peut pas se retrouver dans la situation dans laquelle est la France aujourd'hui, où on a une dette qui est infinie, enfin qui est proche de l'infini en tout cas, où on va pas savoir comment la rembourser. On met que des choses en place, plus de la dépense, plus qu'un petit peu des restrictions, tu vois. Et aujourd'hui, beaucoup de pays dans le monde se sont vachement endettés ces dernières années, notamment avec le Covid. Et c'était plus dans ce sens-là que je disais, il faut savoir gérer aussi un pays un peu comme une entreprise, avec l'argent que tu as et l'argent que tu n'as pas, quoi, tu vois. Et donc, oui, le contribuable doit être protégé, oui, tout ça, on est d'accord, tu vois, je suis le premier à être plutôt très social, vu que toute ma vie, j'ai bénéficié de la bourse et de tout ce qui m'a aidé pour arriver où j'en suis, donc ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est plus, aujourd'hui, on a un problème avec les politiques, quoi. C'est-à-dire que leurs choix sont vachement drivés par la peur de ce qui va advenir lorsqu'ils vont faire ce choix. Et c'est un peu triste, quoi. Tu vois, c'est un peu triste. Tu vois, les retraites en France, on n'a pas réussi à faire passer le truc. Et j'ai beau le répéter, et je le répéterai sans cesse, on est obligé de faire un choix sur les retraites. Si on fait pas ce choix, on va à la catastrophe. Tu vois, on court à la catastrophe. Je trouve qu'il y a juste des sujets différents entre la communication et la représentation qui était un des sujets, la question du modèle social qui en est un autre. Sur la question de la dette, je suis pas un expert économiste, on a fait des émissions sur le crayon pour en débattre. Il y a des profils, je pense à Thomas Porcher, j'allais dire. Ouais. Thomas Porcher qui estime, des économistes qui estiment que c'est pas un si grave problème que ça parce que les États-Unis ont une dette qui est globalement bien supérieure. Supérieur en absolu, similaire en relatif. Voilà, similaire en relatif. Faut regarder en pourcentage. Oui, mais qui est similaire du point de vue relatif et ça leur pose pas forcément un gros problème parce qu'ils ont une richesse, ils créent de la richesse. Ouais. C'est plutôt l'espoir que tu as dans l'avenir. Après, la question de le courage des politiques, et je dirais leur capacité à faire des décisions de long terme, je suis d'accord parce que il y a une question de... Là, pour le coup, ils attendent un retour sur investissement à court terme, mais on a du mal à se projeter en France et en Europe à plus long terme ou à moyen ou à plusieurs décennies. C'est difficile de faire des choix qui vont nous conduire loin. Les politiques sont beaucoup drivés par méga court terme, ouais. Par du court terme, mais parce que la presse a du mal aussi enfin est peut-être un peu dans la petite phrase, donc ils sont soumis à ce filtre-là, parce que c'est tout le temps les mêmes aussi figures qu'on voit dans la presse et on a l'impression que c'est eux qui travaillent et qui sont les seuls politiques, alors que les personnalités politiques en France, c'est des maires, c'est des conseillers régionaux, départementaux, c'est même parmi les députés, sénateurs, plein de députés qu'on connaît pas du tout, plein de députés qu'on connaît pas du tout, tu vois. Mais ça, je suis d'accord et en vrai, moi je trouve que le parallèle avec les grosses entreprises, il est pas forcément, moi je le fais pas forcément sur la gestion de l'État, mais en revanche sur la communication je le fais complètement. C'est en fait cette idée que au bout d'un moment, l'idée de se dire le moins t'en dis, le mieux tu te portes, ça t'amène inévitablement à ce que tout le monde s'en foute de ce que tu fais. Et le problème, c'est que s'ils s'en foutent de ce que tu fais, que ce soit les politiques ou une entreprise, l'entreprise, tu peux perdre des clients, perdre d'attractivité, perdre de la notoriété, et les politiques ou la caste politique, on va dire, sont ensemble, bah t'as plus d'abstention, donc t'as moins de légitimité quand t'es élu, et donc en fait t'as un peu ce truc où... Ouais, mais t'es réélu. Ouais, mais en faisant pas grand chose, t'es réélu. Ouais, mais oui, mais après tu pourrais faire la même comparaison avec des patrons du CAC 40 ou des. Ouais, mais ils sont jugés au gain de l'entreprise. Donc c'est ce que tu disais, Jules. C'est-à-dire que le jugement est un peu différent. Ça veut dire que
un pays est pas jugé à son bénéfice, quoi. Là où une entreprise l'est, donc c'est un peu différent. Mais pour moi, un pays, pour que le pays fonctionne, faut que la population soit heureuse et puisse bien vivre. Tu vois, ça c'est clé, quoi. Bien vivre et être heureuse. Et pouvoir faire en sorte qu'il y ait un ascenseur social qui fonctionne. Ouais. Donc on revient à ce truc-là, quoi, un ascenseur social. Et aujourd'hui en France, j'ai l'impression qu'on est complètement grippé, quoi. Tu vois, on a toutes ces années où on a essayé de faire plein de trucs, on n'a pas toujours fait les bons choix, et on se retrouve dans une situation où, je sais pas si vous connaissez cette stat, il y a 25% de personnes qui bossent directement ou indirectement pour l'État en France. Donc, un quart des personnes sont des fonctionnaires en France. Ouais, ou des prestats de l'État, quoi. Prestats de l'État, c'est pour ça que je dis direct ou indirect. Wow. C'est beaucoup quand même. Un quart, et ça c'est une vraie stat, quoi. Je l'ai pas sorti de mon chapeau. Mais ça fait beaucoup quand même. Mais est-ce que une personne sur 4. Mais est-ce que ça devrait là-dedans, tu dois avoir des gens qui bossent chez SNCF, mais qui bien sûr, ou, ça en des fait boîtes partie. qui sont des boîtes dans lesquelles il y a des capitales. Évidemment. Alors la Poste c'est même 100% de l'État, mais je dirais même, je suis sûr que tu as même des boîtes. Air France. Ouais, ou des Air France ou des Faut que je Airbus regarde exactement ce qu'il y a dedans. Non, pas Airbus, ça c'est sûr. Mais ça fait beaucoup de monde. Pour revenir sur ta question d'ascenseur social, est-ce que ça devrait pas permettre ça justement, en fait, tu as tous ces gens qui bossent pour l'État, parce que pour le coup la promesse d'ascenseur social, moi je trouve qu'elle est excitante pour tout le monde, en fait, tu vois. Même pour moi j'ai une famille beaucoup plus bourgeoise par exemple, la promesse d'ascenseur social, moi elle m'attire de ouf, tu vois, parce que je me dis, même moi en fait on va me sortir de mon stéréotype ou de mon environnement et me mettre en compète avec tout le monde en mode c'est la faille, tu vois. Bien sûr, écoute, moi je suis le premier pour l'ascenseur social. J'ai même une idée qui est politiquement mais très compliquée, je pense, et ça risque de choquer si je la dis, mais je suis tellement ascenseur social que je pars du principe, et je reviens au truc de tout à l'heure, c'est que pour moi, que tu sois entrepreneur, un salarié, whatever, faut que tu vives bien pendant ta vie, ok? Donc faut que ton travail te rapporte suffisamment d'argent pour être heureux et tu vois, et profiter de ta vie aujourd'hui. Ouais, pas de ta retraite, en fait, entre guillemets. Voilà, et donc on y vient. Moi je serais pour qu'on réduise mais drastiquement tout ce qui est impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, etc. Mais que en revanche l'impôt sur la succession soit maximal. C'est-à-dire qu'en fait tu dises, et ouais, ta succession ça va être léger, ça va être, tu vas donner 90% à l'État, mais en fait toute ta vie t'as très peu cotisé, voire pratiquement pas, le minimum, ce qui fait qu'en fait il y a un vrai ascenseur social. C'est-à-dire que chaque génération elle reprend à zéro, elle a du mérite, elle travaille, elle y va, elle se bat. C'est stylé, hein. Tu vois, comme idée. parce qu'aujourd'hui qu'est-ce qui se passe en France? Les gens qui gagnent peu d'argent, mais eux-mêmes sont asphyxiés un peu par les impôts, tu vois, par les taxes, par les trucs. La classe moyenne, elle disparaît. Les entrepreneurs, on se fait, mais n'en parlons pas. Avec ce qui en plus, là, on vient d'enlever la flat tax, où on se retrouve avec des taxations à 60% sur tout ce qui est dividendes, vente de parts de société, etc. Moi, je suis là, bon. Ah ouais, j'avais même pas bienvenue au monde. Ça a été voté, mais ça va être retoqué par le Sénat qui est de droite. Non, là, ça y est, c'est passé. Donc, en fait, non, mais je fais pas une critique de ça dans le sens où, attends, je suis le premier à avoir profité des bourses, des écoles gratuites, de tout ça. Donc, tu vois, j'ai été nourri, blanchi au frais de l'État, au frais de l'État jusqu'à mes 18 ans. Donc, je suis le premier à être socialo. Il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, ce qui est un peu triste, c'est qu'aujourd'hui, l'ascenseur social, il est très compliqué pour monter. Et c'est ce que j'en parle un peu dans le livre, mais il est possible, et ça, c'est exceptionnel. Mais ça, c'est pas facile, quoi. Tu vois. Et donc, j'insiste énormément dans le livre dedans, va falloir bosser. Et plus que tu n'as pu l'imaginer, quoi. Tu vois, et je pense que beaucoup aujourd'hui en veulent aux entrepreneurs. Beaucoup de gens aujourd'hui en veulent aux entrepreneurs. Je pense pas que c'est populaire d'être entrepreneur, malheureusement. Parce qu'on se dit, mais les entrepreneurs, en fait, ils s'en mettent plein les poches. Mais les entrepreneurs, ils suent, quoi. Ils dorment pas beaucoup. Ouais, ça, c'est sûr. Tu vois. Et puis de toute façon, il y a un moment où c'est une phrase qui vient du nord de la France et de pas mal de philosophie entrepreneuriale beaucoup plus austère, culture d'humilité et tout ce que tu veux. Et eux, ils ont cette maxime de on veut pas créer des emplois, on veut créer des employeurs. Et je trouve que c'est vachement intéressant comme concept là-dessus. Mais après, pour avoir toute cette logique autour de ascenseur social, taxe sur l'héritage et tout ce que tu veux, moi je suis complètement d'accord, mais là où suscite un problème que je trouve très réel, c'est on a atteint, alors que pourtant on a l'impression, moi c'est un truc qui m'a toujours beaucoup choqué, mais on a l'impression qu'on est une des générations avec le plus de jeunes reconnus, puissants, influents de toute l'histoire de l'humanité limite. Et pourtant, on est... Si, parce que entre les entrepreneurs, les créateurs de contenu, les artistes et tout ce que tu veux, la puissance des gens qui ont moins de 35 ans est énorme aujourd'hui en termes d'individus.
Sauf que on est au moment où ça représente le plus faible pourcentage de la richesse nationale depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc tu vois, t'as quand même un vrai truc où aujourd'hui, je crois que je retrouverai la stat et je demanderai à Victor d'aller vérifier, mais je crois qu'on est à 4 ou 5% de la richesse nationale qui est détenue par les moins de 35 ans. C'est quand même un énorme délire, tu vois. C'est-à-dire que t'as 95% de la fortune nationale qui est détenue par les 35 ans et plus. Et là, t'es en mode putain, et en fait, effectivement, l'impôt sur l'héritage, ça peut permettre de faire redescendre cet argent-là, en fait, beaucoup plus vite, tu vois. Bah ouais, c'est une solution, alors qui est je sais pas comment est-ce qu'elle est à gauche ou à droite non mais elle a plein de complexités parce que tu fais quoi quand t'as une entreprise familiale, est-ce que tu dois liquider toutes tes parts, enfin tu as quand même plein de complexités. Bah non mais c'est pour ça que j'ai insisté sur impôt sur les successions. En général c'est sur les personnes et tout ce qui est entreprise à la limite ça sera géré différemment, mais le principe reste le même quoi. Le principe dirait ouais, entreprise familiale, bah ça faut racheter, enfin faut payer les impôts sur la succession, tu vois. Enfin c'est encore une fois, c'est l'objectif, si c'est de faire un monde égal, un monde où tu vois où c'est ton travail qui fait ta réussite, bah en fait les héritages monumentaux en milliards, bah tu te dis bah pourquoi, et puis en fait les générations vont les dilapider au fur et à mesure du temps, bah ça sert à quoi que ça passe d'une génération à l'autre et que les autres en profitent pas. Alors que quand tu payes toute ta vie l'impôt, mais en fait t'en veux à l'État. C'est humain. C'est humain. À chaque fois que tu dois payer ton impôt, tu te dis quand même quoi. Et alors qu'à la fin, tu dis bon, c'est à la fin quoi. Tu vois, c'est pas grave. Ouais, c'est vrai. C'est cool. Tu vois, la vie, le monde continue en fait grâce aussi à moi quoi. Ouais, c'est cool. Et je comprends, et en plus comme ça te transcende, t'as un peu ce truc de un peu plus mon problème quoi, tu vois. Ouais. Mais toi Julos, qui t'étais à Sciences Po et tout, il y avait beaucoup de politique justement autour de ascenseur social et tout ce que tu veux. Comment eux ils faisaient ça? Parce que c'est une des écoles où on parle beaucoup de reproduction d'élite, mais en même temps c'est celle dans les grandes écoles qui a le plus de gens qui viennent de milieux défavorisés, tu vois. Ouais, j'ai toujours trouvé ça assez injuste, les critiques qu'on adressait à Sciences Po sur ce sujet. Et à mon avis, elles viennent du fait que Sciences Po étant une école qui traite beaucoup de sujets de politique et où la population est très politisée, elle est plus attentive à ces sujets et on met moins le doigt sur la reproduction des élites dans des écoles dans lesquelles on sait que de toute façon il y a une reproduction très forte, alors soit les écoles de commerce mais y compris des formations bac plus 5 à l'université sur le droit ou non mais je pense même à des filières universitaires. Ouais, le droit effectivement, le droit c'est très ou une médecine où il y a quand même souvent des gens qui sont des médecins ou des juristes dans la famille. À Sciences Po, donc il y a quelques critiques sur la question de la reproduction des élites. Mais pourtant, on mettait en place, enfin c'est pas moi qui mettais en place, mais il y a seulement un tiers il y a deux tiers des élèves qui payent les frais de scolarité, mais un tiers qui n'en payent aucun et qui étaient boursiers à 100%. Les frais de scolarité étaient progressifs selon un barème qui était indexé sur le revenu des parents. Donc, ou en tout cas du foyer. Alors parfois ça pose des petites complexités. Moi j'avais une camarade qui s'entendait pas avec ses parents, qui pourtant eux gagnaient bien sa vie, donc elle devait payer pour ce que eux gagnaient sans qu'ils lui donnent cet argent. Bon bref, ça c'est des cas précis. Mais sinon c'est assez équitable de ce point de vue-là. Richard Descoings, un président aussi disons des années 2000 à 2014 je crois, a mis en place des conventions d'éducation prioritaire qui étaient une des filières qui n'était pas le concours ni les filières internationales, mais en gros une troisième voie pour des profils qui sont issus d'éducation prioritaire. ZEP. Exactement. Et là, entre-temps, ils ont même fait une réforme, l'acte 2 du collège universitaire, où ils avaient dit on permet maintenant à tout le monde de passer un concours sans écrit. Je crois qu'il n'y a plus d'écrit, c'est uniquement dossier et examen oral, ce qui est moins discriminant pour des profils qui sont moins, entre guillemets, c'est mon sens, c'est vu comme étant moins discriminant. Alors derrière, ça a fait râler en disant l'excellence qui baisse, etc. Mais ça, c'est fou de parler d'excellence, quoi. Ça veut dire quoi, tu vois? En vrai, l'excellence, elle peut être partout. Et moi, je suis bien placé pour le dire. Déjà, j'ai fait de la ZEP, moi, beaucoup. Tu vois, quand j'ai été placé en famille d'accueil à l'âge de 12 ans, j'ai commencé dans une ZEP, j'étais en foyer, enfin, tu vois, je passais des trucs. Je peux te dire que l'étiquette, je l'ai eu toute ma vie, quoi. Donc, je trouve ça hyper bien que ça soit en train de changer, parce que moi, l'étiquette aide sociale à l'enfance, zone d'éducation prioritaire, enfin, tout le tralala, là, genre vraiment, j'étais bien bloqué en bas, quoi. Et l'anecdote auquel j'ai jamais pensé et que j'ai jamais pu raconter, et tu vois, là, c'est un bon moment de le dire. J'ai toujours été un élève très moyen, c'est-à-dire que, tu vois, 12, 11, 12, je passais les étapes doucement. Et j'avais une étudiante avec moi en première terminale, elle a fait avec moi, exceptionnelle.
Je rigole pas quand je te dis qu'elle avait 20 sur 20 à l'ensemble des contrôles. C'était d'un niveau... Et tu vois, les profs étaient... Tu sais, c'était toujours... Ah bah elle a encore eu 20. Comme d'hab. Non mais vraiment. J'arrive pas à me souvenir de son prénom parce que... un peu comme ça, ouais, où c'est hardcore, où tu te dis putain, c'est vraiment... Non mais c'est spectaculaire, tu vois. Et donc on était dans un lycée de banlieue, pas le plus prestigieux du monde, quoi, clairement pas. Mais vraiment forte, quoi. Au bac, je crois qu'elle a eu un truc comme pratiquement 19 sur 20. Non, elle a eu 19 et des poussières. Mais vraiment, elle était exceptionnelle. Et récemment, c'est con, je me souviens pas de son prénom parce que je lui aurais bien fait coucou parce que, tu vois, mais bon, récemment, il y a 5-6 ans, j'ai trouvé par hasard sur LinkedIn. Et tu vois, et je voyais qu'elle avait même pas vraiment continué beaucoup en études supérieures. Elle avait fait, je crois, un BTS. Elle s'était arrêtée après son BTS. Alors que cette fille avait vraiment un potentiel, mais pour faire les meilleures écoles, quoi. Elle aurait pu faire Ulm, elle aurait pu aller à l'X. Mais vraiment, en fait, d'un point de vue scolaire, elle était parfaite, quoi. Et en fait, tu vois, quand t'es dans un lycée de banlieue, que t'as un dossier de banlieue, en fait, les bonnes écoles veulent pas de toi, quoi. Ouais, t'as même un environnement de banlieue. C'est-à-dire que personne autour de toi dit il faut que t'ailles faire des grandes écoles. En plus, oui, ça t'aide pas, quoi. Ça, c'est un vrai problème du... C'est un vrai sujet. En fait, c'est les conditions mentales dans lesquelles tu es. Les milieux sociaux dans lesquels t'es, ça a un impact de ouf. Sur les perspectives, c'est donc toute la question des rôles modèles, y compris quand on est une femme noire, quand on est voilé, quand on est... Ouais, ok. J'ai eu son prénom, Sophia. Si tu m'entends, n'hésite pas à m'écrire. Une fille exceptionnelle. Et toi, à quel moment est-ce que ça a cessé pour toi d'être un sujet, en tout cas dans le regard qu'on portait sur toi? Alors, parce qu'en même temps, tu le revendiques aussi. Je me suis mis à le revandiquer après. Ouais, mais il y a un moment fois que tu l'avais fait, quoi. Il y a un moment où ça a été effacé, c'était plus un sujet. T'étais Jonathan, fondateur d'une entreprise. Ouais. C'est ça qui a changé? Ouais. En fait, toute ma vie, j'ai caché le fait que je venais du monde de l'aide sociale en enfance, quoi. Toute ma vie, j'avais honte de ça. Tu vois, quand j'ai voulu faire... C'est marrant parce que, tu vois, au lycée, les classes préparatoires, les profs en faisaient des blagues, quoi. C'est-à-dire, c'était genre... Bon, tu sais, quand tu parles des trucs dans lesquels tu vas postuler l'année prochaine... les profs disent bon bah voilà, vous pouvez faire un BTS, un IUT, l'université. Bon, les classes préparatoires, n'en parlons pas, franchement ça sert à rien, c'est pas fait pour vous. Tu sais, c'est un peu genre bon, ok. C'est hardcore. Tu vois, c'est hardcore, mais c'était vraiment comme ça. Ils ont 17 piges, c'est hardcore. Ouais, c'est hard. Après, la réalité c'est que les classes préparatoires c'est très difficile, mais c'est vrai que on te dit globalement, écoutez les gars, ça va être difficile. Voilà, ça c'est fait pour les gars qui viennent d'Henri IV. Ouais, mais à 17 ans t'es assigné, quoi. C'est quand même un gros délire. Mais moi je suis d'accord qu'en termes de... Vas-y, termine, excuse-moi. Non, et donc, moi t'imagines, j'avais le dossard derrière encore en plus, et donc j'avais honte de ça. Je voulais pas. Déjà, j'ai toujours refusé la pitié. 2, j'avais honte parce on pouvait se moquer de moi et on s'est moqué de moi. Et puis, ça fait pas sérieux, quoi. Enfin, ça fait pas sérieux. Donc, je suis resté très discret sur ce truc jusqu'à ce que Aircall commence un petit peu à décoller, et on a levé des fonds et on était fiers de lever des fonds. De dire, voilà, tu vois, je dis n'importe quoi, quand j'ai commencé peut-être mon premier podcast où j'ai osé en parler, ça devait être, je pense, sur Génération Do It Yourself, et ça devait être quand on avait levé une 30aine de millions d'euros. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, quand même, c'est cool ce que j'ai fait. Faut plus avoir honte, quoi. Ouais, tu commences à avoir le feedback des gens en mode ouais, John, c'est énorme, tu vois. Voilà. Là, ouais. Même si j'ai toujours refusé le côté c'est cool, on a tout défoncé, on est des stars, tu vois. Je suis jamais comme ça dans mes podcasts parce que je considère que non, en fait, tu bosses et puis point, tu vois. Et puis en fait, tu lèves des fonds, donc en fait, c'est grâce aussi à l'argent des investisseurs, donc humilité avant tout. Mais à ce moment-là, je me suis dit, en fait, n'aie plus honte, quoi. Ça fait partie de ton histoire. Mes copains le savaient, donc je le disais à mes copains. Mais mon environnement un peu, tu vois, 2, 3e niveau, je restais discret dessus. Et n'en parlons pas de l'environnement journaliste ou tu vois, le monde comme ça, de manière générale. J'avais honte, quoi. C'est hyper difficile, il faut te rendre compte que ça représente mais une infime partie de la population. Et malheureusement, cette infime partie de la population, elle est souvent mal vue, quoi. Les jeunes qui ont grandi en foyer, tu vois, malheureusement, c'est mal vu. C'est triste. Ouais, mais même, tu vois, on a un de nos clients en relation presse du surligneur, il s'appelle Les Ombres. C'est une association qui aide des milliers de jeunes chaque année à apprendre et à se faire mentorer de l'aide sociale à l'enfance. Et d'ailleurs, il faudrait que je te les connecte, tu pourrais faire des trucs de fou avec eux. Et
ces gars-là, eux, ils ont ce constat qui est de se dire, en gros, la moitié des SDF sont passés d'une manière ou d'une autre par l'aide sociale à l'enfance. La moitié. Et donc, du coup, en fait, ça veut dire que la reproduction de la pauvreté, elle est d'abord, avant tout. Alors, eux, ils ont basé énormément ça sur l'éducation et le mentorat, mais tu pourrais le baser aussi sur, du coup, sur l'environnement dans lequel t'es. Et on en revient un peu à ce que tu disais au tout début de la question des croyances que t'as dans ta tête, de ce que tu crois que t'es, des étiquettes que tu te mets. Et ce qu'on te dit. Mais on le dit, vraiment. On te le dit, mais on a un truc en France, et vous connaissez tous, c'est alors comment ça s'appelle ? C'est les conseillères d'orientation. Vous aviez ça au lycée ? Ah ouais, bah non, mais j'ai écouté suffisamment, oui, mais surtout j'ai écouté suffisamment de rap pour parler des conseillères de désorientation, tu vois. Bah ouais, mais moi, la conseillère d'orientation, c'est elle qui m'a dit, Jonathan, va pas en première générale. Fais un bac techno. T'auras plus de chances de trouver un travail, quoi. Ouais, et puis c'est à ton niveau. Non mais tu vois, et donc toute ta vie t'es mis là-dedans, donc en fait tu reproduis, et je parle un moment de ça dans mon livre avec mes potes d'enfance, parce que moi j'ai quand même grandi avec plutôt des gens plutôt très défavorisés toute mon enfance, même avant la famille d'accueil, tu vois, j'ai toujours été avec mes potes du quartier, du truc, et tu vois, c'était beaucoup des familles nombreuses. Et je me souviendrai toujours de ce moment, tu vois, en seconde. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est super sympa. On est en vacances à partir du mois de juin. Parce qu'en fait, les premières et les terminales, tu sais, il y a le bac, etc. Et donc, à partir début juin, t'es en vacances. Et je me souviens du petit frère. Donc, en gros, globalement, tu vas pas à l'école, quoi. Oui, normalement, t'as un stage de seconde ou une connerie comme ça. Non, ça, c'est dans le privé. Dans le privé, t'avais. Ouais, non, dans le public, t'as pas ça. En gros, 1er juin, c'est les vacances. Et ça, c'était exceptionnel. Et bref, je me souviens, c'était l'été. Et on est avec les potes chez un de mes copains. Et il a 3 frères. Et les 2 autres vont à l'école. Et nous, on était là, dans la chambre. Il était 23h30. Il y en avait un qui allait, il devait être en CE1 ou CE2. Et nous, on était là, il était minuit. Les parents, bon, bah, tu vois, étaient là, mais bon, c'est normal, quoi. On est là et on squatte la chambre et on parle et on joue aux jeux vidéo. Et t'as un gamin qui est au CE1, qui va demain à l'école, il est minuit, ou même peut-être plus tard, on était resté tard. Et il dormait à même le sol sur un matelas entre nous qui jouions à la console, etc. Et à ce moment-là, je me suis quand même dit, mais il a aucune chance de réussir, ce gamin. En fait, l'enfant normal, il est à la maison, il a fait ses devoirs, il va bien dormir, un truc. Lui, l'enfant, là, il a probablement pas fait ses devoirs parce qu'il est avec nous depuis 17h à jouer à Counter-Strike devant les ordinateurs. Donc, il a pas fait ses devoirs. Demain, il va être crevé. Enfin, tu vois. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est une situation pour apprendre. Ouais, non, la situation, elle est foireuse. Et puis même, faut rajouter ce truc. Moi, j'ai un très bon ami qui a grandi dans des cités qui sont un peu tendues en mode genre même trafic et tout ce que tu veux. Et il me dit aussi, gros, les parents ils ont pas de thunes, donc tu veux ramener de la thune pour ne pas leur en coûter et limite leur en rapporter un peu plus. Donc on te propose le petit truc de gaieté et tout ce que tu veux. Et en fait, tu prends un 100 balles, un 200 balles, et en fait derrière, t'es plus sur les études, t'es sur le hustle, quoi. En fait, tu vois, le side hustle, tu vois. C'est pour ça qu'il faut bosser. Ouais. Et l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, c'est aussi une aide financière qui t'est retirée à 18 ans, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Tu peux jusqu'à 19 ans, un peu 19. plus. Ouais, c'est un petit peu plus. Ok, ils ont... Et ils t'accompagnent vraiment, tu vois, dans la transition jeune, ça s'appelle jeune majeur après. D'accord. Mais ils t'accompagnent. Honnêtement, et c'est le clin d'œil que je fais à l'aide sociale à l'enfance, c'est exceptionnel. Tu vois, récemment, j'ai été vachement touché. Ils se sont fait beaucoup défoncer par les médias, parce que divers scandales, que ce soit des scandales un peu peut-être sanitaires, des scandales un peu de maltraitance. Il y a probablement des choses, mais tu vois, dans la grande majorité, franchement, c'est exceptionnel. Ouais, en tout cas, toi, de ce que t'en as vécu, t'en retires. Ouais, mais je ne serais pas là. Je ne serais pas là si l'aide sociale à l'enfance ne m'avait pas pris. Tu vois, à 12 ans, on te file 30 € par mois. Alors, à l'époque, je sais pas ce que c'est aujourd'hui, mais c'était 30 € par mois d'argent de poche. Cool, 30 € par mois d'argent de poche. T'as, je sais pas, une trentaine d'euros par trimestre pour ton coiffeur. T'as tes livres scolaires, tout ça est payé. Ton transport est payé. T'es nourri, logé, blanchi. Je sais pas, c'est pas mal en fait, quoi. Enfin, en gros, tu te retrouves à être un enfant de l'État. Ouais, un enfant de l'État, mais j'allais dire plutôt d'un enfant d'une classe moyenne française. Ouais, pour des enfants qui n'ont soit pas de parents, soit des parents qui peuvent pas du tout les élever, qui les élèveraient limite dans la rue ou dans des conditions déplorables, bah, tu te retrouves dans une condition, tu es dans une famille de classe moyenne. Enfin, je sais pas, c'est pas mal en fait. Alors oui, évidemment, le foyer c'est un peu dur. Le foyer, je dois dire que c'est un peu dur. Ravi d'en parler. J'en ai jamais parlé. J'ai beaucoup parlé de famille d'accueil, mais jamais de foyer. Mais globalement, en tout cas, tu as un cadre pour y arriver. Maintenant, la stat que tu me dis là,
elle me fait mal au cœur, mais je sais que c'est la réalité. Alors c'est pas la moitié des enfants de l'aide sociale à l'enfance qui deviennent SDF, hein. C'est la moitié des SDF qui viennent de l'aide sociale à l'enfance. C'est encore pire. Oui, mais je veux dire, c'est que c'est probablement moins en termes de proportion. C'est ça que je veux dire. C'est pas probablement. Ouais, pas... faudrait voir. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que font Antoine et Louis des Ombres, tu vois, c'est que eux, leur thèse, c'est justement exactement la même que la tienne sur l'idée de c'est l'environnement et l'éducation, le mentorat qui peut transformer le truc, parce qu'en fait, en gros, tu peux créer des destins chez des gens en très peu de temps à partir du moment où ils sont dans le bon cadre, la bonne mentalité et tout ce que tu veux. Exactement. Mais surtout aujourd'hui, où tu regardes qu'aujourd'hui, tu as quand même des dizaines de compétences ultra facilement monétisables qui sont que tu peux apprendre en 3 mois ou en 6 mois aujourd'hui, tu vois. Bah écoute, c'est justement un truc que je suis en train de faire là. Tu vois, en fait, tous les jours, je reçois des gens qui me demandent comment les aider, aide-moi, comment on fait ci, comment on fait ça. Et donc c'est un truc que je suis en train de développer là. Je vais faire mes propres formations pour justement aider les gens. C'est-à-dire qu'au lieu de pas répondre, parce qu'aujourd'hui la réalité c'est que je réponds pas aux gens. C'est-à-dire que les gens me disent ah mais Jonathan, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de ci, est-ce que tu peux m'aider sur ça? Je réponds pas, tu vois, parce que je peux pas, j'ai pas le temps. Et je me dis putain mais je suis un connard en fait de pas répondre et je veux pas être ça. Et donc aujourd'hui je vais créer des trucs, je vais créer plein de contenus pour pouvoir partager ça et dire voilà, regarde comment j'ai créé Aircall, voilà, c'est comme ça. Voilà comment tu crées une équipe commerciale. Voilà comment tu manages une équipe à l'étranger. Voilà comment tu t'exportes ton produit. Tu vois, je vais réfléchir à plein de trucs. Comment t'investir en immobilier? Tous les jours, on me demande comment t'investir en immobilier. J'ai des potes, ça fait 20 ans que je suis pote avec eux. Ça fait 20 ans qu'ils veulent acheter un appart. Ça fait 20 ans qu'ils n'achètent pas d'appart. Et donc je me dis mais merde en fait c'est con quoi, tu laisses de l'argent sur la table qui traîne. Donc je vais essayer d'aider à faire ça quoi. Donc tu vois c'est un projet que je me suis un peu fixé, c'est un peu time consuming et je vais voir comment on va sortir ça, mais en tout cas ça vient. Une des difficultés c'est l'apprentissage de l'apprentissage, c'est-à-dire que quand t'as pas le cadre, t'as pas forcément la discipline de l'apprentissage, parce que c'est ça en fait, t'as accès à une compétence mais il faut une régularité, une discipline que t'as pas nécessairement sur 6 mois. Alors soit que t'es pas les conditions matérielles, soit que t'es pas l'habitude d'apprendre et de mettre cet effort-là. Qu'est-ce que tu penses toi des discours qu'on entend pas mal, y compris sur les questions de formation, en gros tout le monde peut s'en sortir, machin, faut investir, faut ci, faut ça. Est-ce que, enfin j'ai l'impression qu'il y a à la fois un discours qui vise à l'émancipation de gens et qui est bien pour une partie sur l'éducation financière, et en même temps qui sert quand même beaucoup et avant tout le formateur, d'une part, c'est cool. Et d'autre part qui met pas forcément en valeur tout ce qu'on peut avoir de beau aussi dans des métiers, c'est-à-dire que le but de la vie et du travail c'est pas nécessairement que de gagner de l'argent, ça peut être vraiment d'être fier aussi de choses qu'on produit, de travailler à la transition écologique, transition industrielle, tu vois, même technologique, enfin tu vois. Technologique, il y a plein de trucs trop beaux dans l'artisanat, dans l'industrie. Il y a pas mal de clients avec lesquels on collabore on se pose aussi ces questions-là de comment t'intéresses les jeunes au métier de l'industrie, à faire advenir la France de demain, quand en même temps tu as des discours qui leur disent gagne de l'argent en restant chez toi. Tu vois. Prends une Lambo en faisant du Écoute, je suis ravi que tu me poses cette question parce que ça fait partie des trucs qui me rendent dingue. C'est-à-dire que ça me rend fou toute la journée. Et je vois sur Instagram, sur TikTok, que je suis même pas, tu vois, mais... Oui, mais ça pop-up dans nos pubs parce qu'ils ont compris d'être entrepreneurs. Tu veux gagner de l'argent ? Rejoins-moi, jeune entrepreneur. Enfin, tu vois, et ça me rend dingue parce qu'en fait, c'est des gars qui ont jamais monté de boîte vraiment legit, tu vois, peuvent t'expliquer vraiment comment ça fonctionne une boîte, puisque eux-mêmes l'ont pas fait. Leur seule boîte, c'est de vendre ça. Et donc, pour moi, c'est les vendeurs de rêve, et ça m'agace au plus haut point. Et justement, j'ai envie de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière en disant, mais attendez, vous dépensez de l'argent près de gars qui, ça contribue surtout à eux, et t'as tout à fait raison, et c'est atroce. Et en plus, ce qu'ils te vendent, en fait, c'est de l'invention de l'esprit, ou c'est, je sais pas, ça a été pris à gauche à droite, mais c'est pas leur expérience, quoi. Tu vois. Et moi, la manière dont je l'imagine, c'est plutôt, je veux vraiment vous dire comment ça s'est passé, quoi. Je vais aller dans les détails. Tu vois, comment j'ai créé une équipe de 200 sales, parce que chez Aircall, il y avait 200 commerciaux à un moment, quoi. Ça, je vais vous le dire vraiment, quoi. Comment on est passé... savoir. Non, mais tu vois, comment on est passé d'une boîte française, tu vois, par des fondateurs français, à une boîte où 85% de notre chiffre d'affaires est hors France. Comment mon chiffre d'affaires est de plus de 34% aux US, tu vois. Tous ces trucs, j'ai envie de les partager. Comment je suis parti avec 0 € et aujourd'hui j'ai une foncière immobilière avec des dizaines d'immeubles, des hôtels, tu vois. Comment j'ai fait ça ?
bah ça j'ai envie de le raconter. J'ai envie de permettre à d'autres d'y arriver. Parce que c'est faisable, tu vois. Et donc c'est cet aspect-là où moi je vais essayer d'apporter en tout cas un truc où bah, je vous dis l'expérience, quoi. Tu vois, je suis pas là pour, j'ai rien à vous vendre, quoi. J'ai pas besoin de ça pour vivre. Enfin, c'est pas le point, quoi. Tu vois. Je le fais parce que pour moi, il faut éduquer les gens, il faut aider les gens à s'en sortir. Maintenant, t'as un truc ultra important que t'as dit, c'est la rigueur dans le travail. Tu peux passer 1 heure, 10 heures avec Elon Musk, si t'es pas rigoureux derrière sur ce qu'il t'a dit, ce qu'il a fait, bah t'y arriveras pas. Ça c'est clair et net. Et ça, c'est pour ça que j'en parle beaucoup. De manière générale, je dis c'est la réussite, c'est le travail. Si tu comprends pas que pour réussir, va falloir bosser comme tu n'as jamais bossé avant, parce que c'est impossible d'avoir bossé avant de cette manière en tant que non-entrepreneur, bah t'auras du mal, quoi. Tu vois, et je pense que vous le savez, hein, et vous êtes jeunes tous les deux, et moi je suis hyper inspiré par des gars de votre âge qui sont capables d'avoir une boîte, non mais de cette taille, avec cet impact sur la société, cet impact média, tout ça, c'est ouf. Et je pense que vous êtes la génération Z, même je crois après. Ouais, je crois. On est pile dans la génération Z. Ouais. Non mais tu vois. Mais ça fait très plaisir, merci beaucoup John. Mais c'est en fait nous toute notre thèse, et c'est pour ça que je comprends complètement ton sujet d'éducation. Moi pour le coup, alors, Jules a une excellence académique que moi j'ai pas. Moi j'ai arrêté mes études pour monter le crayon. J'ai déjà monté des boîtes avant, mais globalement j'étais vraiment pas fit pour le système scolaire. Mais en fait ce dont je me suis rendu compte le plus, c'est que ça me parlait pas en fait. Et c'est pour ça que ton sujet d'environnement, moi ça me parle énormément, parce que quand je me suis retrouvé à monter mes premières boîtes et à discuter avec des gens dont le quotidien c'était comment on gagne des clients, comment on structure des projets, comment on lance des offres, comment on structure... Tout d'un coup, j'avais l'impression qu'enfin, c'est comme si je débarquais en France en parlant que, je sais pas, chinois ou que anglais, et puis là, enfin, on m'avait foutu le traducteur. J'étais en mode, ah oui, d'accord, voilà, enfin, je comprends de quoi on parle, tu vois. Parce que l'école, vraiment, je ne comprends pas ce qu'on est en train de foutre et tout ce que tu veux. Et je pense que t'as plein de gens et plein de jeunes, à fortiori. Et c'est pour ça que tu parlais on a enlevé l'écrit parce que, est-ce que ça enlève l'excellence, pas l'excellence, ce que tu veux. J'ai l'impression que les critères de jugement de ce qui fait un enfant prometteur jusqu'à ses, on va dire, 23-25 ans fin d'études, c'est pas du tout les bons critères. Bah ouais, mais c'est tout le problème, quoi. Et t'as eu le courage que peu ont, quoi. Tu vois, moi-même, je l'ai pas eu ce courage. Ouais, j'ai déjà gagné un peu de sous, donc. Mais ouais, mais c'est une forme de courage, c'est d'être relevé les manches alors que t'étais sûrement étudiant pour dire, vas-y, j'arrête mes études. Moi, j'ai jamais eu ce courage-là, je te le dis. Tu vois, moi, les études, c'était pour moi la voie royale. Toute ma vie, on m'a dit, si tu fais des études, tu vas réussir dans ta vie. C'est marrant quand même comme truc. Ouais. Alors, beaucoup de gens quand même font des études, mais on te dit pas que en fait il y a des gens, ils vont arrêter leurs études. Et tu parlais d'un truc que j'aime beaucoup, moi. Tu parlais industrie, tu parlais de changement climatique, technologie. Non, tout. Ouais, technologie. Non, mais tu parlais aussi de artisanat, tout ça. Tu vas te dire que bah en fait il y a plein d'autres métiers, quoi. Et les études aujourd'hui c'est la voie royale. Mais moi je trouve ça bizarre. Pourquoi c'est la voie royale en fait. Enfin tu vois, moi aujourd'hui personnellement, hein, et c'est perso ce que je vais dire, ce que j'ai appris à l'école ne m'a jamais servi dans le business, quoi. Jamais. À part, à la limite, lire un compte de résultats, un bilan. Et encore, honnêtement, je laisse ça au comptable, ça m'ennuie. J'aime bien le compte de résultats, ça, je m'amuse, j'adore. Bah, alors, les bilans... Il est beau. Non, mais voilà, tu vois. Moi, il y a 2 raisons pour lesquelles j'aime pas trop ce discours. La première, c'est que... On débat toujours avec Jules, on n'est jamais d'accord là-dessus. La première, Jules, c'est un Sciences Po, c'est pour ça. Ouais. Non, mais la première, c'est d'abord que... les études, c'est pas nécessairement que des études académiques en université ou en grande école, que bah, pour faire de l'artisanat ou pour faire un travail dans l'industrie, tu peux aussi faire des études quand t'as des BTS, quand t'as même des CAP, d'une certaine manière, c'est des études. Donc je trouve que le mot oui, mais études, c'est des études secondes, c'est des études vues comme moins bien que les autres. C'est ça qui me tue, moi. Je suis d'accord que ça, c'est un problème. Mais c'est un problème. Mais c'est toi-même qui disais, tiens, on veut m'orienter vers un bac pro. Enfin, pas vers un bac techno, au lieu d'un bac général. Entendu, c'est moins bien qu'un bac général. Parce que c'est comme ça que la société le voit. Et que moi, après, quand j'ai postulé dans les universités, on m'a dit, oula, ah ouais, non, le bac techno du lycée de banlieue, non, on n'en veut pas. Non, mais tu vois, mais moi, je suis 100% d'accord avec toi. À chaque état, ça bloque. Et même d'ailleurs, sur les sujets de rémunération, on va te promettre, quand tu fais une école de commerce top 5, on va te promettre un salaire à la fin qui d'ailleurs n'est pas toujours vrai. Alors que quand tu vas faire des choses qui vont être plus artisanales ou d'autres domaines, où je prends même l'exemple des écoles de code comme 42 ou tout ce que tu veux, bah en fait, on est en mode, en fait, vous n'avez pas besoin de faire d'école de commerce, faites une école de code, même si vous n'avez pas codé. Ça m'a toujours paru assez hallucinant d'avoir des grilles de rémunération qui étaient indexées sur le salaire. Et nous, on a jamais en fonction de l'école. Oui. Et nous, on recrute pas au crayon du tout sur l'école. Je sais même
pas quelle école a fait les gens de mon équipe. Ouais, j'ai aucune Mais idée. c'est bien, mais c'est ce qu'il faut. T'as fait quelle Moi école, chez Victor? Moi chez Aircall, je n'ai jamais regardé l'école des gens, Ouais. je m'en tape. Ouais, je suis d'accord. Mais Autant nous on est petits, mais Aircall c'est du monde. Ouais. C'est beaucoup de monde. Nous on est 30, 35 dans la boîte, donc on a encore un petit truc. Mais Aircall c'est pour le coup c'est des centaines de personnes. mais tu on vois. a mis en place des grilles. Du coup, tu commences à On a mis en place des grilles. Alors heureusement, personne ne m'a proposé ça parce qu'ils savent que je suis contre ça. On a mis des grilles de salaire, mais heureusement pas du tout basées sur les écoles. Mais tu vois, dans les grosses boîtes, c'est comme ça. C'est basé quel MBA t'as fait, quelle école de commerce t'as fait, et tu vois. Et moi, je veux revenir aux artisans parce que c'est le truc que j'aime, c'est qu'aujourd'hui, l'artisanat, c'est vu comme une voie de garage. C'est comme ça, c'est vu comme ça hein, par la France. Alors que l'artisanat, c'est ouf. L'artisanat, je dirais pas que c'est vu Un comme petit une voie peu de quoi. garage. Tu dis que tu vas faire un BTS, enfin je sais pas si ça existe, mais Tu vas faire un bac pro ébénisme, toiture. ouais. Je suis pas sûr que tu vois les gens vont dire oh là là bravo. Alors que c'est exceptionnel. Tu vois moi j'ai un copain qui vient de racheter une boîte de toiture. C'est un business. Il y a très peu d'artisans qui savent faire des. Alors qu'il y en a très besoin pour faire de l'isolation, la rénovation énergétique des bâtiments. On y vient. T'en as besoin de ça. Plus que jamais. Et donc c'est des métiers en plus aujourd'hui qui sont hyper rémunérateurs. À fond. Parce que aujourd'hui faire un toit en zinc, je te jure, il y a peut-être en France une centaine d'artisans maximum qui savent faire du toit en zinc. Alors que c'est la majorité des toitures dans les grandes villes françaises. Tu vois, notamment à Paris, que les ABF protègent comme, tu vois, comme de l'or. Et on sait plus faire. Et plein de métiers comme ça, je te dire, sont oubliés quoi. Alors J'ai vu que une c'est campagne exceptionnel. intéressante de LVMH, qui est pas notre client, avec Lena Situation, pour parler des métiers d'excellence, parce que eux ont besoin de beaucoup d'artisans. Alors dans le monde du luxe Putain, faut évidemment. qu'on fasse un truc avec eux, avec les pépites. Ah bah j'ai bien sûr, oui, complètement. T'inquiète que je l'ai dans l'idée. Mais oui, il y a des boîtes qui cherchent à valoriser ça. Equance qui eux sont nos clients sur la question de la transition énergétique, la French Fab, la partie industrie de BPI France qui eux sont aussi nos clients. Enfin bref, donc je suis d'accord qu'il y a plein d'entreprises qui s'attachent à valoriser le monde de l'industrie ou de l'artisanat. Et tu parlais de la transition énergétique. Moi, c'est mon métier au jour le jour, la transition énergétique, dans le sens où mon métier dans l'immobilier, c'est d'acheter des passoires énergétiques, des immeubles pourris, comme on dit dans le milieu, de les rénover intégralement, de les rendre parfaits d'un point de vue énergétique. Tu vois, moi j'ai acheté des hôtels affreux dans Paris. Des hôtels horribles. Évidemment, des fuites de toitures, tout moisi. Ils hébergeaient des gens dans les trucs moisis. Enfin, tu vois, moi c'est un truc qui me rend dingue en plus. Et c'est couvert de. Je suis un hôtel social et tout. Oui, et puis ça coûte suffisamment cher à Paris en plus pour que tu fasses un truc bien. Ouais, tu vois, on rénove tous les jours. On rénove, on change les fenêtres, on fait de l'isolation par l'intérieur, par l'extérieur, la toiture, le truc, tu vois. Et je galère à trouver des artisans. C'est un métier, c'est exceptionnel. L'artisanat, on en a besoin plus que jamais. Puisqu'en plus, on est dans une transition qui est la transition énergétique et toutes les autres transitions où l'artisan devient un peu au cœur du truc, tu vois. Et en plus, l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui est une menace pour beaucoup de professions intellectuelles, ça, on ne pourra pas le remplacer. Se retrouve à être en fait beaucoup moins en mesure de remplacer des métiers qui ont une composante physique. Bah oui, les métiers essentiels sont essentiels pour vivre. Non, mais pour vivre normalement quoi. Alors il y a des métiers qui sont de plus en plus, enfin des métiers qu'on appelle métiers essentiels pendant le Covid et qui sont peu à peu automatisés, par exemple à la caisse au supermarché. Oui, on peut faire des caisses automatiques, mais des métiers qui ont une dimension intellectuelle et une dimension physique. Typiquement, tu dois comprendre une toiture et en même temps la réaliser, ou t'es infirmier, tu dois manipuler des patients et en même temps les écouter et avoir une dimension humaine. Bah ça, c'est des trucs, ça va pas être remplacé de sitôt. Donc en plus, ça a des métiers qui ont de l'avenir. Mais bien sûr, et puis qui ont plus d'avenir que jamais, puisqu'on est dans cette fameuse transition de manière générale. Et on revient vachement à l'artisanat, tu vois. Ouais. Moi, aujourd'hui, je refuse d'acheter une table en plastoc, quoi, tu vois. Je me dis, on a une belle table en bois, ça va durer des années. Quand elle est abîmée, tu la ponces, tu vois, moi, je refuse de jeter mes vêtements. Mes vêtements, je leur donne une seconde vie. Et tu vois, j'ai un de mes copains, Arthur, grâce à qui on se connaît d'ailleurs. Sous le trait, voilà. Grâce à qui on se connaît. Qui a créé une boîte, c'est The Second Life. Je lui fais un bisou. Et en mars, c'est le mois du vrac et du réemploi, justement, pour prolonger la durée de vie des il faut. Moi, je ne jette plus rien. De toute façon, c'est simple. Je refuse de jeter les trucs. J'essaye de toujours leur trouver une seconde vie. Et récemment, sur mes vêtements, j'ai mis une annonce sur Le Bon Coin. Je sais pas si on peut faire la pub, mais c'est pas grave. Tu me couperas.
j'ai dit, je donne plein de vêtements. Venez juste les chercher chez moi. Je crois que j'avais mis 1 euro, tu vois, genre la chemise à 1 euro. Mais c'est juste pour attirer parce que 0, c'était bizarre. Je me suis dit, les gens, ils vont me prendre pour un fou, tu vois. Ouais, mais même à 1 euro, les gens vont te prendre pour un fou. Ouais, mais c'était plus. Non, mais je m'en fiche, c'est des trucs que j'ai pas mis. Tu vois, je pars du principe, si un vêtement, tu l'as pas mis depuis 2 ans, c'est que globalement, tu le remettras jamais. Ouais, je suis d'accord. Le fameux dimanche un peu pluvieux où il fait un peu beau, mais pas trop beau, et où tu vas mettre ce pantalon, c'est bon, en fait, tu vas jamais le mettre. Voilà. Tu as ton pantalon que tu mets tous les jours. Voilà. Et il faut réutiliser. Et l'artisanat, c'est vachement ça, c'est de remettre au goût du jour des biens d'exception. Tu vois, moi, je suis un passionné d'immobilier, évidemment, comme je suis un passionné de tech. Et l'immobilier, la beauté de ça, c'est que on ne pourra jamais recréer l'immeuble haussmannien, tu vois. Et donc, si on le détruit, si on l'entretient mal, il va mourir. Et donc, leur redonner une deuxième vie, tu vois, pour moi, c'est exceptionnel. Remettre des fenêtres qui ressemblent aux fenêtres d'époque, mais avec tous les critères d'aujourd'hui, de la fenêtre actuelle, pour moi, c'est exceptionnel. Toiture, pareil. Bon, on a un sujet quand même sur les toitures avec l'isolation énergétique, parce que les toitures en zinc, c'est un gros problème, parce que c'est très froid l'hiver et très chaud l'été. Donc, bon, ça, il va falloir réfléchir à autre chose. Mais en tout cas, la question, c'est... Tu vois, notre monde, il doit se réinventer, sinon on va mourir. C'est clair. Hein. Ouais. Le monde ne va pas tenir si on consomme n'importe comment, si... si on continue à ce rythme, on n'est pas bien. Ouais. Voilà. Et je trouve qu'on va dans le bon sens. On a l'impression que les populations sont toujours de plus en plus déclassées, tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir une rupture entre les gens? Comment tu regardes ça? Elle existe déjà, cette rupture. C'est bien tout le problème. C'est pour ça que moi, ça me rend dingue. Moi, c'est pour ça que toujours, j'ai voulu parler d'où je venais. Pour dire, moi, en fait, je suis là-bas, moi. Moi, je suis en bas avec eux. Je suis un mec de la rue, tu vois. Et ça, j'en suis fier et je le serai toujours, quoi. Et la rupture, elle est là. Les gilets jaunes, c'était ça, quoi. Tu vois, c'est une rupture sociétale, quoi. Il y a le monde des campagnes, le monde un petit peu des personnes, on va dire, de la population moyenne. En fait, le problème, c'est que la classe moyenne disparaît. Donc, c'est toujours difficile d'employer le mot moyen maintenant. Mais... il y a une rupture et c'est vrai que et tout à l'heure on en a parlé rapidement et on n'est pas revenu dessus, mais tu vois, quand je parlais du Next 40, le Next 40 c'était un concours du coup organisé par la French Tech où on mesurait le succès d'une boîte à sa levée de fonds, quoi. Mais quel rapport? Je comprends pas le rapport entre le succès d'une boîte et le montant qu'elle a levé, quoi. Oui, parce que du coup, c'est-à-dire qu'une boîte qui lève beaucoup, parce que c'est dès le début, elle peut être déjà dedans alors qu'elle a prouvé, quoi. Bah voilà. Et donc, c'est une rupture sociétale. Et donc, t'aurais pas un Lemlist dedans, par exemple? Jamais. Il aurait pu être dedans. Mais bien sûr qu'ils sont dehors. Ils sont dehors. Pourquoi? Parce que t'as pas de levée de fonds. Ils disaient Sora. Oui, mais Sora, elle serait dedans. Mais évidemment, plus t'as levé d'argent, plus t'étais dedans. C'est quand même magique de dire, on va maintenant mesurer le succès de nos boîtes à leur levée de fonds. Une boîte, avant tout une boîte qui réussit, c'est une boîte qui gagne de l'argent à première vue, quoi, tu vois, qui gagne de l'argent. Et qui, évidemment, apporte quelque chose d'innovant, et qui a des salariés heureux, et qui est capable de rémunérer ses salariés correctement, etc., tu vois, mais... On a fait de l'apologie parce que moi je rebondissais sur ta question quand même. Ta question était, tu trouves pas on a fait une scission en deux ouais, en fait tu dis la scission elle vient de la dérégulation de la raison, quoi. Elle vient du fait qu'on a mis en avant ça à fond, quoi. On a dit bah voilà, en fait lever des fonds, et pour lever des fonds, bah la réalité c'est que quand tu viens d'une bonne école, t'es bien né, t'as un bon environnement autour de toi, c'était vachement plus facile, quoi, tu vois. Et moi je l'ai vu avec Aircall, on a galéré, hein. On a réussi à lever de l'argent parce que évidemment je vais pas me renvoyer la pierre moi-même, on a levé 220 millions de dollars, mais à la sueur, je peux te dire que vraiment à la sueur, quoi. Et à chaque fois qu'on me les donnait, c'était genre vraiment quoi, tu vois, jusqu'à au bout d'un moment où vraiment, en fait, on faisait tellement de chiffre d'affaires, on avait une croissance tellement effrénée, tu vois. Nous, on a fait première année 1 million, l'année d'après 3 millions, l'année d'après 9 millions, l'année d'après 18 millions. Enfin, tu vois, ça allait très vite, on est allé comme ça jusqu'à 200 millions. Bah, à un moment, on arrivait quand même à lever des fonds. Mais ça a été, mais tu vois, vraiment difficile. Et les mentalités aujourd'hui, malheureusement, on a un peu choisi les mauvaises KPI pour juger des succès sociétaux, quoi, tu vois. Et succès sociétaux, pour moi, les sujets sociétaux, pardon, c'est, pour une boîte en tout cas, c'est ta rente. Est-ce que la boîte est rentable? Est-ce qu'elle délivre le service promis? Tu vois, on ne vérifiait rien dans le Next 40, on balançait des trucs, même dans le Next 120, quoi. C'était, la boîte, elle est exceptionnelle. Elle a levé 20 millions d'euros. Et là-dessus, pour le coup, ça, c'est vraiment un truc où je suis d'accord, où je ne comprends pas comment parfois, moi, j'ai des infos sur des boîtes que je connais même pas, juste en bruit de couloir, et ceux qui sont censés auditer et valider ces trucs-là, que ce soit les médias ou des trucs comme ça,
bah parfois disent des trucs où moi en off j'ai entendu, mais par des gens en plus que je connais même pas. Et je me dis comment eux ils ont pas eu l'info, ou tu vois, enfin c'est. Ils ont pas fait la recherche peut-être, Ouais, ils ont fait confiance, tu vois. Il y avait pas mal de boîtes qui ont dit qu'ils étaient des licornes, après je suis d'accord. et qui ne l'étaient pas. Alors, aussi. alors ça, pour le coup, ça, je suis d'accord que t'as raison. Je veux pas mettre la faute non plus sur les auditeurs ou ceux qui sont censés auditer ou autres. C'est aussi la faute des gens qui ont menti au tout début. Quoi. Ouais, bien sûr, non, c'est un problème, quoi. Et bon, les médias, il y en a qui se sont. Il y a quelques entrepreneurs qui se sont fait retoquer, quoi, qui avaient un peu communiqué sur ouais, je suis une licorne. Et en fait, bah non, quoi. Non, mais ça a un impact sur le monde de la tech après, tu vois. Moi, la tech, j'adore. C'est un monde d'innovation et c'est ce que je veux mettre en avant tout, quoi. C'est évidemment, les boîtes auront toujours besoin de lever des fonds parce que l'innovation nécessite des fonds. Bien sûr. Bon, ça, c'est une réalité. Faut pas se voiler la face. Et c'est pour ça que j'ai été le premier à lever beaucoup d'argent et j'en suis ravi parce qu'on en est là aujourd'hui pour ça. Mais il y a aussi un autre modèle qui est un modèle de rentabilité. Et d'ailleurs, vous en êtes l'exemple, les amis. Je crois pas que vous ayez levé. Si on a levé, mais on était rentable quand on a levé. Voilà, vous l'avez fait pour accélérer. On l'a fait pour racheter les pépites de France et on est ravis d'avoir fait. Non, mais alors ça, pour le coup, ça a toujours existé. C'est un truc traditionnel dans les PME, c'est de lever de l'argent pour absorber, quoi. Mais donc l'innovation nécessite ça et ça, c'est bien que ça continue. Maintenant, il faut penser différemment, quoi, tu vois. Bah on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, John. C'était méga passionnant. Merci. Les amis, si ça vous intéresse de creuser plus, Rien à perdre de Jonathan Guelhoff. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, à poser des questions aussi. On y répond, on les lit évidemment. Et j'espère que ça a été intéressant et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode.